de Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, regardons tous ensemble cette vidéo-là. Si tu finis de regarder, il faut partager à 30 personnes. C'est ça le plus important. Tu finis de regarder la vidéo, partage à 30 personnes. Chaque Ivoirien, chaque Africain a le droit de voir cette vidéo-là. C'est très important. Il faut regarder du début à la fin. Il faut écouter ce qu'ils vont dire. Il faut écouter, c'est ça le plus important. Chaque Ivoirien, chaque Africain a le droit de partager à 30 personnes. Il faut partager. Quand on vous dit le président Laurent Gbagbo, c'est celui-même qui se bat pour le bonheur du peuple africain. C'est celui-même qui se bat pour le bonheur du peuple ivoirien. Vous pensez que c'est amusement? Écoutez ce qu'ils vont dire. Qui est rebelle? Qui est vrai? On va regarder la vidéo ensemble. Masse de partage pour la vidéo. Vous dites qu'il est... C'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate. Il est plus démocrate. Et il est intègre. Vous dites qu'il est intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain. Ouais, des roitelets, etc. Du roitelet, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous... nous Français. Nous Français, nous la France, quoi. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde la main sur un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et puis pour garder notre grandeur et notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, il fallait qu'on justifie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport. Il est très francophile, il faut le savoir. C'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Bon, il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française, son fils est français, Michel. Bon, donc le problème, c'est qu'il voulait justement, partant des valeurs qu'il a acquises probablement en partie ici et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État tel qu'on le conçoit en France. Indépendant, d'un pays indépendant, oui. Mais c'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme on l'entend. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en plus racontait tout ça d'ailleurs. Oui, qui en plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc, il a, disons, favorisé son ami Ouattara. Il s'en cache pas, et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, des missions économiques, notamment au Qatar. Donc, vous voyez, tout ça fonctionne très bien entre amis. Et Gbagbo ne s'est jamais inscrit là-dedans. Gbagbo n'est ni franc-maçon, ni il a été à l'international socialiste, ils en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il appartient à aucun club. Il n'a jamais couru après quoi que ce soit. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau, aucun. C'est grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui. On finit en prison. Enfin, en tout cas, lui, est élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté. Je fais très court, mais tout est vérifiable et il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Un coup d'État est monté contre lui à partir du Burkina Faso voisin, financé par Alassane Ouattara. Il y a des preuves. Et armé et accompagné par des militaires français. Et il y a des preuves. Donc, c'est plus contesté. Donc, le coup d'État se fait. Il y a beaucoup de morts. On parle des morts aujourd'hui victimes. Les rebelles envahissent le nord du pays, occupent 60% du territoire. Ça a duré 10 ans, cette occupation. Et massacrent tout le monde. Enfin, il y a eu des massacres de masse qui sont tout à fait documentés. Et Gbagbo résiste à ça.
et ensuite réussit à faire la paix avec les rebelles. Je le signale parce qu'il a fait un nombre incalculable de conférences avec les rebelles, à Accra, à Lomé, à Ouagadougou, à Paris. Bon, il prend Guillaume Soro, chef des rebelles, comme Premier ministre, plus démocrate, tu meurs, et il prend des ministres chez les rebelles, donc pour la paix dans son pays, et il fait une amnistie après ces troubles, et ensuite on attend, et la France attend, qu'elle est toujours là dans le jeu, qu'il y ait des élections, de nouvelles élections présidentielles. Elles ont lieu en 2010. On dit que Gbagbo n'en a pas voulu avant, mais c'est un pays qui est plus de la moitié occupé, avec des gens en armes, donc c'est très difficile. Même pour le recensement, je veux dire, c'est difficile. Donc finalement, elles ont lieu en 2010. Le plan est préparé de longue main pour qu'il dégage. Le résultat est contesté des élections. Alors on pourrait s'attarder dessus, parce qu'aucun journaliste français n'a vraiment étudié le scrutin. Moi, oui, et d'autres, quelques-uns, oui. Mais Gbagbo a gagné sous votre responsabilité, François. Oui. Gbagbo a gagné les élections. Et l'ONU a décidé que non. Parce que je ne connais pas de pays où c'est l'ONU qui prend la place du Conseil constitutionnel pour valider le parce qu'il a trouvé, l'ONU a trouvé que les élections étaient truquées, que les scrutins étaient truqués, etc. Enfin, j'imagine. Il y avait un plan. On parle de plan. On reproche à Gbagbo d'avoir ourdi un plan pour rester au pouvoir. La vérité, c'est qu'il y a eu un plan pour le chasser du pouvoir. Dégager. Alors donc l'ONU s'oppose à ça et il est dégagé, c'est ça? Alors, non, il résiste. Il reste au palais. Il y a donc deux présidents. À partir de novembre 2010. Il voulait pas quitter le palais, etc. Il demande un recomptage des voix, dans une allocution qui est celle des vœux de 2010-2011. Et on lui refuse. Ouattara refuse, l'ONU refuse. Et on apprend d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, mais peu de gens en ont parlé, que l'ONU a fait détruire tout le matériel, des scrutins. C'est-à-dire les bulletins, Les bulletins, c'est curieux dans une élection, et encore plus dans une élection où il y a un litige. Je rappelle qu'au même moment, à la même époque, il y a le même litige en Haïti, et que finalement, après recomptage des voix, c'est le troisième qui gagne l'élection. Alors donc, refusé comptage. Refusé, donc là, Sarkozy se fâche, je ne sais plus, je crois que c'est deux fétons du dissident, du président. Donc on le présente d'abord comme quelqu'un qui a perdu les élections, qui a pas mangé les petits-enfants, mais presque, qui a tué beaucoup de gens. C'est là où les crimes contre l'humanité, on dit il est coupable d'atrocités, etc., etc. Et pour avoir résisté, il a créé un désordre qui a engendré, etc. On oublie toute la partie adverse qui a massacré. On le transfère d'abord dans une prison dans le nord du pays, ou dans une maison, une cabane, sans voir le jour pendant 8 mois. Il a failli mourir. Et finalement, on le transfère de façon tout à fait illégale à La Haye. Illégale parce que, c'est une cour d'appel à Abidjan qui aurait dû décider de son transfert. 2, à l'époque... Peut-être que ça aurait été mieux qu'on les transférait, non? Est-ce qu'il ne risquait pas la mort? Ça lui a sauvé la vie. C'est ça. Je le lui ai dit. Mais donc il est transféré à la Cour pénale internationale. Oui, mais en plus, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, donc c'est tout à fait illégal. D'accord. Il est transféré en catimini, et il arrive en fin novembre 2011, et il passe le 5 décembre comme première comparution, et la première chose qu'il dit, je suis là, on ira jusqu'au bout. Il a accepté, bien qu'il le trouve injuste, ce procès, en disant, je veux qu'on cite les faits, rien que les faits, et je voudrais qu'on sache qui a gagné l'élection, parce que tout dépend de ce problème-là. Et on lui répond, mais ici, c'est pas un tribunal politique, on ne parlera pas des élections. Et là, on fabrique